Hello, everyone. Buenas tardes. Hi. Hello, Caitlin. Hello, Andre. Hello, Manchita. It's nice to see you all. Welcome. Bonjour André, Manchita, ça fait du bien de vous voir, vous entendre. I will give a few minutes for other people to join, and Je then vais juste laisser quelques instants pour que les autres viennent nous rejoindre. awesome. Okay, let's get started. So, hi, everyone. OK, on va commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre atelier de partager et apprendre. So, Share and Learn Workshop, our new Cet workshop. atelier, c'est vraiment créé pour et par les éducateurs et éducatrices. So, I will present myself. I will introduce Alors, je vais myself. prendre le temps de m'introduire, me présenter. Mon nom est Marie-Catherine Soin. Je suis basée à Sherbrooke, Québec, et je suis la coordonnatrice de la citoyenneté globale et activer le changement. Alors, moi, je coordonne cet atelier aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'aimerais juste donner un peu d'instruction. Pour commencer, l'atelier, on va le tenir en espagnol. Par contre, si vous l'aimeriez l'entendre en français ou en anglais, il faut juste aller voir en bas de votre écran, il y a un petit symbole qui a l'air d'un globe, une planète. Ça dit interprétation. Vous pouvez cliquer sur le langage de votre choix, français, anglais ou espagnol. Après, je vous invite à vous garder en sourdine au tout moment. Par contre, vous pouvez utiliser le clavardage pour poser des questions ou commenter. Aussi, vous pouvez lever votre main pour poser des questions. Merci, parce que c'est un petit atelier aujourd'hui, alors j'aimerais commencer tout de suite. Juste pour vous dire, activer le changement, c'est co-host de cet événement avec Co-Développement Canada. Alors, CODEV, c'est un groupe de solidarité, un organisme qui travaille sur la justice sociale et l'éducation et l'enseignement global dans les Amériques. Ça va faire le lien entre les syndicats et des organisations de société civile avec des organismes semblables en toutes les différentes régions autour de l'Amérique latine. C'est pour établir et soutenir les partenariats pour construire la solidarité, créer les compréhensions mutuelles pour un meilleur monde plus juste et équitable. Et en ce moment, on présente CODEV. C'est Diana qui va nous présenter l'organisme. Alors, je vais l'inviter à se présenter et puis elle va présenter Mercedes qui va être nos présentatrices aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Marie-Catherine. Mon nom est Diana Fashane. Je suis la directrice de Co-Develop Canada. On est basé à Vancouver. On est un organisme de la solidarité internationale. On a été fondé en 85 pour créer les partenariats avec les syndicats de travail au Canada et des différents organismes de société civile avec les syndicats en Amérique latine. Ça me fait plaisir de vous présenter cette locutrice incroyable leader dans sa communauté, dans le mouvement syndical à Porto Rico. C'est Mercedes Martinez. Elle est la présidente de sa fédération des enseignantes à Porto Rico.
Cette fédération d'enseignantes, c'était fondatée en 1966. C'est la plus grande et importante syndicat qui n'est pas aligné avec les États-Unis au Puerto Rico. Et ça a poussé beaucoup pour la démocratie populaire et la militantisme sur l'île. Ça a mobilisé les enseignants et toutes les communautés de protéger l'éducation publique, euh, lutter pour les bonnes conditions de travail et les bons pays et lutter contre la privatisation d'une compagnie qui était d'électricité qui était publique avant. Alors, c'est des populations qui sont vulnérables à les changements climatiques. Cet organisme était vraiment là pour soutenir et aider à survivre les différents désastres naturels sur l'île. C'est vraiment là pour soutenir la solidarité et l'équité dans les communautés. Et c'est un partenaire avec la Fédération des enseignants depuis 2015. Mercedes Martinez, ici, aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Et ça fait depuis 2006 qu'elle fait partie de l'organisme et depuis 2015, elle est présidente. Elle a eu sa maîtrise de l'éducation dans l'Université de Porto Rico et elle a participé avec une grève de 10 jours avec plusieurs enseignants et professeurs avec cette militantisme, elle a eu une hausse de salaire pour tous les professeurs et enseignantes à Porto Rico. Elle fait aussi partie de lutter contre la fermeture des écoles dans son pays en 2014-2015 avec d'autres militantes dans la communauté. Elle a aussi travaillé sur les Nations Unies et leur conférence sur la décolonisation. Elle a aussi travaillé sur un livre, Battle for Paradise. Elle a représenté les syndicats à travers sa nation à plusieurs différents événements. Mercedes travaille sur la justice sociale, elle lutte pour la justice sociale, pour une éducation publique et accessible, gratuite pour toutes et tous. Alors, c'est Mercedes, si vous voyez qu'il y a quelques éléments d'enjeu techniques, parce qu'il y a un contexte intéressant parce qu'elle est obligée de joindre à nous de son téléphone cellulaire dans son véhicule à cause d'un panne d'électricité énorme à travers le Porto Rico. Et Mercedes va expliquer que ça c'est un impact réel du capitalisme basé sur les désastres à travers le monde. Alors, l'électricité était privatisée à Porto Rico et c'est une compagnie étrangère, à majorité canadienne, qui est propriétaire de leur électricité. Comme vous voyez, le service n'est pas idéal. Alors maintenant, je vais passer une parole à Mercedes et je suis désolée que toutes les difficultés de ce genre de capitalisme catastrophe pose sur vous et vos communautés. Et merci beaucoup pour l'introduction et la présentation et tenir l'espace pour nous et cette opportunité de jaser avec vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer en espagnol. Alors, il y a l'interprétation. Alors, c'est le moment de... Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de cette occasion que vous m'avez donnée. J'espère que tout le monde va pouvoir me suivre sans problème. Je pense que cette présentation ne pouvait pas vraiment mieux expliquer de ce qui se passe lorsqu'on privatise les biens publics. Et comme Diana l'a bien expliqué, je suis dans mon auto parce que on est sans électricité depuis toute la journée. Donc, si jamais il y a une coupure du signal, vous allez devoir m'en excuser. Il y a des problèmes de signal ici grâce à cette entreprise corrompue qui s'appelle Luma Energy. Et la base, disons, de cette compagnie se trouve au Canada. Donc, je ne sais pas, Marie-Catherine à la présentation, merci de m'aider avec cela. Donc, si vous pouvez projeter la présentation, c'est une collaboration entre Miguel Rivera
González et moi-même. Et lui, c'est le secrétaire d'éducation syndicale de la Fédération d'enseignants de Porto Rico. Et le titre est très clair, c'est le changement climatique et le capitalisme des catastrophes. Donc, l'attaque contre l'éducation publique de tout un peuple. Et je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Donc, avant de commencer, c'est quand même important de savoir qu'à Porto Rico, au cours des dernières décennies, l'éducation publique de notre pays a été attaquée et il y a eu un abandon de la part du gouvernement, la négligence de la part du gouvernement pour ne pas s'occuper des besoins scolaires, et ça fait partie donc du néolibéralisme qui essaye de démanteler l'éducation publique à laquelle ont droit les enfants de la classe travailleuse. Les personnes, le peuple de Porto Rico, qui sont liés à la Fédération d'enseignants et d'enseignantes, donc ont lutté contre la privatisation afin de conserver l'éducation publique accessible pour les enfants de la classe travailleuse. Suivant. Voici donc le contexte historique de notre pays pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Porto Rico est une colonie des États-Unis. C'est une réalité politique qui se voit par l'imposition de politiques éducatives et qui ne répondent pas aux besoins de nos étudiants. Et il y a eu donc des coupures graves au département d'éducation. Et selon le dernier recensement en 2022, dans notre île, on a vu que près de 22% ou 46% des familles vivaient sous le seuil de pauvreté, dont 58% donc, de nos enfants vivent dans la pauvreté. Donc, non seulement c'est le fait que Porto Rico est une colonie, en 2016, il nous a été imposé un conseil de contrôle fiscal. C'est une dictature parce que ça a été imposé par le président et par le Congrès des États-Unis, et c'est un conseil qui prétend que les Portoricains qui vivent dans ce beau pays, on paye une dette impayable qui va au-delà des 2 millions de dollars. Et à cause de cette dette, ils veulent imposer au peuple des coupures draconiennes dans la santé, dans l'éducation, la privatisation des biens publics comme l'énergie électrique, l'éducation, le système de santé, entre autres. C'est pourquoi le rôle de ce conseil est de créer des politiques d'austérité sévères qui vont avoir une incidence sur la condition de vie des habitants. Et ce conseil a travaillé et a dirigé donc notre pays depuis 2016. Suivant. Porto Rico a lutté pour donc la justice climatique en 2017. Elle a souffert deux ouragans, donc Irma et Maria, qui ont été de catégorie 5, qui ont complètement dévasté l'île, a détruit les écosystèmes, l'éducation publique de notre pays. Et le gouvernement à l'époque, qui était Wando Vázquez, donc il a décidé à ce moment-là de fermer des centaines d'écoles. Je perds un petit peu le signal. Est-ce que tout le monde peut me suivre comme il faut? Donc, je disais donc que ce conseil, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est instaurer des mesures d'austérité, et ces mesures veulent donc fermer des centaines d'écoles. Entre 2017 et 2018, l'ancienne secrétaire Julia Gallagher, elle a fermé dans notre pays 447
écoles, ce qui est 44% des écoles. Et ce conseil de contrôle fiscal, donc c'est le capitalisme du désastre, et cela a été mentionné par Naomi Klein dans bien de ses livres. Donc, ils ont profité et ils prétendent à ce moment-là démanteler l'éducation publique de tout un peuple, et ils l'ont fait en fermant 447 écoles en 2017, 120 écoles en 2014, pour un total de 567 écoles fermées dans une période d'à peine un an. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le capitalisme du désastre. Suivant. Entre 2017 et 2018, c'est ce que j'ai dit, cette secrétaire de l'éducation corrompue, accusée, reconnue coupable de corruption, c'était vraiment tel quel. Cette personne qui a été la secrétaire de l'éducation dans notre pays, elle est allée en prison à cause de corruption et elle a été emprisonnée pendant 6 mois et c'est elle qui a lancé une réforme de l'éducation qui n'est ni plus ni moins que le démantèlement de l'éducation publique et la fermeture d'écoles. Suivant. Donc, non seulement le peuple de Porto Rico a souffert la fermeture des écoles, mais en 2020, comme vous pouvez voir ici dans les images, en 2020, comme vous pouvez le voir ici dans ces images, nous avons non seulement souffert des séismes, mais les écoles se sont effondrées. Ça, c'est l'école Agripina Seda. C'est une école qui est au sud, et dans le peuple de Guanica. Et malheureusement pour nous, à Porto Rico, au mois de janvier, on a donc la fête des rois. C'est une tradition de longue date et les écoles, heureusement, étaient vides à ce moment-là. Si ça avait été à un autre moment, avec des enfants, donc aujourd'hui, ce serait une histoire encore plus triste et plus dramatique. Heureusement, aucun enfant n'a perdu la vue parce que c'était un jour férié. Suivant. Donc, les dommages dans les infrastructures ont été vraiment très graves, ont été touchés par les ouragans, 2 ouragans en 2017, ensuite des séismes en 2020 et l'année dernière, un autre ouragan. Et tout cela fait en sorte que les dommages dans les structures scolaires soient vraiment très évidentes. Donc, les structures sont dans de très mauvaises conditions. Ce n'est pas par manque de budget. Le département de l'éducation a le budget le plus important de toute l'île. En ce moment, le budget de Porto Rico ou du département de l'éducation va au-delà de 5 milliards de dollars pour toute l'île. Et c'est la fois où plus d'argent ils ont eu entre les fonds fédéraux et les fonds de l'État combinés. Donc, cet abandon de ces infrastructures, ce n'est pas à cause d'un manque d'argent, mais ça obéit à un plan néolibéral qui voit l'éducation comme étant un business et ils veulent démanteler l'éducation publique. Suivant. Donc, ce n'est pas assez d'avoir subi des ouragans et des tremblements de terre, mais maintenant, après, on a eu la pandémie et à Porto Rico, comme dans le reste des pays du monde, on a été donc confinés, obligés par le gouvernement parce que ce n'était pas sûr d'être dans les écoles, mais le gouvernement n'a pas encouragé le fait que les étudiants aient accès à l'éducation de chez eux parce qu'ils n'avaient pas la technologie pour les enseignants ni pour les étudiants. Donc, on continue cette souffrance au sein des communautés étudiantes. Donc, non seulement il y a eu les phénomènes naturels, ouragans, tremblements de terre, mais après ça, on a eu la pandémie. Suivant. Et comme je l'ai déjà mentionné, à la fin de l'année dernière, on a encore eu un autre ouragan,
Fiona, ce que vous voyez ici, ça c'est une école dans le village où moi j'habite. Et ces écoles ont été complètement inondées après le passage de l'ouragan. Et ça a touché le système d'éducation publique et l'accès à l'éducation de nos enfants. Un gouvernement, donc, qui ne s'occupait pas des besoins des communautés. Et dans cette partie de la présentation, le désastre est vraiment politique et je vais m'expliquer. Le désastre est politique parce qu'on a une administration gouvernementale qui n'a pas su répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses. Pour l'instant, on a une administration gouvernementale qui n'a pas été en mesure de s'occuper de la situation de nos écoles où les infrastructures ne sont pas sécuritaires, les enfants n'ont pas accès aux salles de cours. On va refuser le droit fondamental à l'éducation des enfants qui étudient dans les écoles publiques du pays. Les phénomènes naturels ne sont pas le désastre, c'est la mauvaise administration de la colonie qui ont privé nos étudiants de leur droit constitutionnel à l'éducation, parce que leur intention a toujours été de privatiser, leur intention a toujours été de démanteler, d'où le besoin d'organiser de façon solidaire dans l'union avec les communautés afin de défendre l'éducation publique et les droits du peuple. Donc, quels sont les effets sur le système éducatif de nos enfants? Avec la pandémie, il n'y avait aucun protocole pour travailler dans l'urgence. On a donc les écoles ont été fermées, donc non seulement ça a eu une incidence sur, disons, l'apprentissage des enfants. Il y a eu beaucoup plus d'étudiants qui ont abandonné l'école parce qu'ils ont passé tellement de temps en dehors des écoles qu'ils n'ont pas repris les études. Et on a fermé des centaines d'écoles dans toute l'île. Donc, voici des effets directs du processus éducatif par le désastre politique et ceux qui gouvernent. En dépit de toutes ces choses qui se sont passées, il y a des choses fantastiques qui se sont passées. Entre 1998 et aujourd'hui, la Fédération des enseignants de Porto Rico a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre les politiques néolibérales qui ont été menées par le gouvernement et le Conseil de surveillance fiscale, et tout cela imposé par le gouvernement des États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la Fédération, vis-à-vis cette attaque démesurée du gouvernement, du Conseil de contrôle fiscal? Quelle est la réponse syndicale vis-à-vis de ces attaques? Bon, on va voir maintenant comment l'union a permis de réussir et un syndicat est devenu un mouvement pour la justice locale. Donc ça, c'est le rôle des syndicats. On représente les travailleurs qui ont des besoins en particulier avec des situations particulières, mais on a compris avec les années que le devoir, c'est d'aller au-delà, le devoir des syndicats, c'est d'aller au-delà et travailler comme un collectif pour le pays que nous méritons. Et ce que le gouvernement n'a pas fait, c'est la Fédération d'enseignants de Porto Rico qui l'a fait après ces désastres naturels, et d'autres camarades de différentes organisations à l'intérieur et à l'extérieur de Porto Rico ont contribué. Donc, ce que vous voyez ici, après Irma et Maria, ces deux ouragans, donc les camarades de NYSNA, qui est le New York State Association, donc la présidente et moi-même, on est entrés en contact pour ouvrir des cliniques de santé dans les écoles publiques de Porto Rico. On a eu des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins pour venir s'occuper de nos étudiants de façon holistique pour veiller à leur santé générale, pour s'assurer qu'ils étaient dans de bonnes conditions, d'avoir une bonne alimentation et pour les soutenir également psychologiquement. Il y en a qui ont souffert parce que leurs familles ont dû quitter le pays
Et parce qu'ils ont passé bien plus qu'un an sans électricité, plus d'un an sans eau. Dans certains villages, on a été incommuniqués. Certains peuples n'avaient pas de communication. Donc, la solidarité de notre syndicat avec d'autres syndicats donc, a pu donner de l'espoir aux communautés scolaires. Vous pouvez voir une école qui a perdu le toit après l'ouragan. Est-ce que vous voyez à l'écran, ce sont des camarades du syndicat avec un parti indépendantiste et on est allé à Saint-Vicente qui est près de la côte et on a réparé le toit de cette école. 6 ans plus tard, ce toit qui est là est le toit qui a été réparé par la fédération avec le travail solidaire pour que les étudiants puissent retourner à l'école, étudier et donc pour qu'ils puissent voir les camarades, les enseignants, les enseignantes et donc continuer leur enseignement de façon intégrale. Donc voici le toit fini. C'était une école sans toit, donc après une journée de 12 heures de travail avec plusieurs camarades engagés, on a tout fait pour notre communauté. Vous pouvez voir, moi, je sens beaucoup d'émotions. À droite, mes enfants, ça fait 6 ans, mes 3 enfants sont là et moi, avec une grand-mère de la communauté. Les arbres, comme vous pouvez voir, sont tombés sur sa maison. Et le vice-président de la fédération, avec la casquette bleue, Miguel, dont on a créé des brigades au sein de la fédération avec nos familles, avec tout le monde pour aider ceux qui en avaient besoin, alors que le gouvernement était complètement absent. Voici une autre résidence d'une enseignante retraitée. Énormément d'arbres sont tombés sur sa maison et là encore, la fédération s'est déplacée. Gioconda Belli, c'est la solidarité vraiment lorsqu'il y a un moment de désastre. Vous avez la pire des choses du gouvernement, mais le meilleur des personnes. Et ce qu'on a de mieux, ce sont les liens de solidarité. Suivant. Dans ce cas, à la montagne, à Utuado, il y a eu donc un déboulement de la montagne après l'ouragan et tout ce que vous voyez ici est devant la propriété et ça passe devant un fleuve. Et chaque fois que ça s'inondait, c'était terrible. Il y a eu des enseignants et des camarades de la centrale de travailleurs, qui est un autre syndicat. Il y a des camarades qui sont venus du mouvement socialiste de travailleurs et de travailleuses. Donc, on a établi différentes alliances, des groupes d'enseignants, d'autres syndiqués de l'entreprise privée, des secteurs organisés politiquement pour défendre notre peuple. On était tous là, donc en train de nettoyer le terrain. Suivant. Donc, une partie du travail consistait également à embellir les espaces. Voici les enseignantes qui décoraient les écoles, en train de peindre les écoles pour que les enfants qui avaient tant souffert, des enfants qui ont tant perdu, il y en a près de 3600 personnes sont décédées de façon directe ou indirecte à cause de l'ouragan. Des étudiants qui travaillaient, qui ont perdu leur maison. Ils n'avaient pas un toit. Donc, à ce moment-là, les enseignants ont été leur espoir. Et une partie de cet espoir était de leur donner aux enfants un bel espace pour qu'ils puissent retourner à l'école. Ces camarades que vous voyez ici viennent du sud des États-Unis. On les appelait la brigade du Sud. Ils ont amené énormément de médicaments. Ils ont apporté des batteries, toute une série d'objets nécessaires pour aider de façon solidaire.
Donc, quand on parle de solidarité, ce n'est pas solidarité entre certains secteurs organisés, mais également de camarades, dans ce cas venant des États-Unis, qui sont venus pour faire du travail bénévole au sein des communautés. Suivante. Comme je l'ai déjà mentionné, donc pour le gouvernement, ce n'était pas assez que l'on défende le droit d'un peuple à avoir une vie digne, accès à la santé, à la sécurité, un logement digne. Donc, ils ont pensé que c'était le moment parfait pour faire comme ils ont fait. Et le capitalisme du désastre, donc, a décidé de fermer les écoles. Donc, il a fallu nous soutenir, les communautés, mais il a fallu s'organiser en plein milieu de cette douleur qu'on vivait pour éviter qu'on ferme nos écoles. Ça, c'est une école d'un village qui s'appelle Peñuelas, et ils sont à la montagne et ils ont lutté avec la fédération pour éviter la fermeture de leur école. Et c'est ce qu'ils prétendaient après l'ouragan. On a gagné. Ils n'ont pas fermé l'école à ses camarades. Donc, nous, on a dénoncé. Ce que vous voyez ici, ce sont des images de la Fédération des enseignants et des enseignantes. Et quand on dit qu'on défend l'éducation publique, on va la défendre bec et ongle. Et comme je l'ai dit, donc on a cette ministre, Madame Kelleher, qui a été accusée de corruption. Et pour elle, elle avait trouvé que c'était le moment idéal pour fermer les écoles. Moi, on est allé à son bureau. Moi-même, vous pouvez me voir, on était 21 dirigeants du comité, dirigeants de l'association, du syndicat. Et comme elle ne voulait pas ouvrir les écoles pour une enfance qui en avait tant besoin, beaucoup d'enfants reçoivent l'alimentation de l'école. Ils prennent le petit déjeuner, ils mangent à midi parce que chez eux, il n'y a pas de nourriture. Après un ouragan, les gens n'avaient pas d'électricité, ne pouvaient pas cuisiner. Donc, les écoles étaient équipées pour servir de la nourriture. Mais elles étaient fermées. Donc, c'est pour ça qu'on est allé là-bas. On a fait de la désobéissance civile avec la Fédération des enseignants. Donc, après cette manifestation et qu'on est allé au tribunal, après 4 jours, toutes les écoles qui étaient fermées, qui étaient 300, ont dû être ouvertes pour les enfants. Suivant. Et c'est ici où nous, on était en train de célébrer et qu'on nous a laissé partir après avoir été détenus. Après l'ouragan, comme je l'ai dit, on va créer ce qu'ils appellent une soi-disant réforme éducative qui veut démanteler l'éducation publique. Ils prétendent privatiser les écoles. Et la Fédération ainsi que d'autres secteurs, le FADEP, le Front pour la défense de l'éducation publique, on est allé lutter pour l'éducation publique et des milliers d'enseignants nous sommes sortis dans les rues et le gouvernement à l'époque n'a pas pu privatiser 20 écoles qu'il voulait privatiser à ce moment-là. Suivante. Voici les communautés qui sont en train de lutter, en train de dire non à la privatisation, oui à la défense de l'éducation publique. Et on est en train de fêter dans la joie et donc ils ont pu donc avoir gain de cause. Quand on voit tout ce qu'un peuple peut faire, on ne peut pas sous-estimer un peuple uni. Et le Porto Rico, même si on a passé les ouragans en 2017, en 2019, le peuple était fatigué des réponses gouvernementales, sort dans les rues et 1 million d'habitants font partie de cette manifestation et ils ont été près de 2 semaines dans les rues. Tous les syndicats, on a été dans les rues, les communautés, les organisations politiques communautaires et après ces manifestations, on a pu
pu faire éjecter le gouverneur de Porto Rico. Il a renoncé, ainsi que tous les membres de son gouvernement. Donc, le peuple sort se défendre et donc, quand il le fait, il est en mesure d'avoir gain de cause. Il ne faut pas donc sous-estimer le pouvoir d'un peuple. Donc, on a appris à être résistant, résilient, et dans la douleur, les enfants, ils vont chercher l'espoir, la joie, et la Fédération d'enseignants et d'enseignantes, des camarades d'un groupe qui s'appelle Papier Mâché, on a créé avec la Brigade de solidarité de l'Ouest et d'autres groupes de solidarité, on a créé l'école sans mur. Les écoles du Sud ont beaucoup souffert après les séismes. Il y en a qui ont été fermées pendant 1 an. Donc, nous, on a amené l'école là où étaient les enfants. On a ouvert des espaces et on faisait des thérapies, on faisait de l'art, on faisait du sport. Parce que si les enfants ne pouvaient pas aller à l'école allait chez eux et donc on allait donner des disciplines comme le sport et les beaux-arts. Voici les camarades de papier mâché travaillent avec des enfants qui arrivent à ces espaces, qui venaient tous les jours pour avoir dans leur journée un moment de joie. Donc, dans notre lutte, ce que le temps nous a démontré, c'est que la solidarité a toujours été la tendresse des peuples. Et un exemple, on est au Canada avec vous pour raconter l'histoire de Porto Rico. Donc, tout le travail de solidarité qui se fait avec le syndicat, l'organisation de CTF avec qui on a beaucoup de travail parce que la classe ouvrière est une seule classe de travailleurs et comme classe travailleuse, nous avons les mêmes besoins et on est allé au-delà de ce qu'est un syndicat, d'avoir un mouvement pour la justice sociale et défendre l'environnement, défendre l'éducation publique, défendre un système de santé pour tout le monde et qui soit universel, une, une, une retraite qui soit digne pour tous les fonctionnaires et défendre la vie, qu'on soit heureux de vivre, ne pas survivre. Donc, on a cet espoir que nous donnent les enfants, la classe travailleuse. Et l'espoir également, bon, ce n'est pas qu'on va construire un autre pays. On le fait déjà tous les jours avec nos petites actions. Donc, on a des petites victoires. Suivante. On continue à nous organiser et le gouvernement perd des adeptes et après l'organisation, on a réussi, après 14 ans, d'avoir une augmentation salariale la plus importante au Porto Rico. Maintenant, grâce à la lutte qu'on a menée à bien l'année dernière pendant 3 mois, on a réussi, les enseignants et enseignantes, à avoir une augmentation qui va améliorer la qualité de vie. Et ça veut dire que 85% des enseignants au Porto Rico sont des femmes. Elles ne seront pas obligées d'avoir 3 travaux différents, 3 emplois différents pour pouvoir joindre les 2 bouts. Donc, elles vont pouvoir se consacrer à leur travail. Quelles sont les victoires qu'on a eues après la pandémie? Donc, on a réussi que tout le ministère soit vacciné, bien sûr, ceux qui croient au vaccin, mais qu'on puisse offrir cette possibilité. On a eu un infirmier dans chaque école, une licence COVID, donc de toute personne malade, donc un congé COVID, donc les personnes pouvaient s'absenter, c'était eux, la personne ou un membre de la famille de l'enseignant ou enseignante malade, donc un congé maladie pour accompagner les malades de COVID. On a réussi à trouver des ordinateurs. Aujourd'hui, les étudiants ont des ordinateurs portables. Mais on n'a pas encore un système de Wi-Fi gratuit pour tous les étudiants et pour tous les enseignants. On a des protocoles de sécurité pour pouvoir garder en sécurité les membres
d'enseignants quand ils étaient en classe. Nos retraités, ils nous ont appris à lutter. Ils nous ont appris que c'est possible de conquérir des objectifs. Après toute la souffrance, 8,5% des pensions des retraités de la Fédération d'enseignants ou d'autres chapitres sont sortis dans les rues pour lutter et ils ont freiné cette tentative du gouvernement de couper les pensions et aujourd'hui, ils continuent de recevoir les mêmes pensions. Donc, ils touchent comme s'ils étaient en train de travailler encore. Donc, on s'est battu pour une retraite digne et juste, pour une retraite juste. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. L'année dernière, le Conseil fiscal finalement a réussi à enlever la pension à des enseignants et on nous enlève la pension à vie et qui est remplacée par un autre système qui est un système de contribution définie versus un système de bénéfices défini à vie. Donc, on va lutter pour récupérer parce que nous, on n'est pas responsable de la dette du gouvernement. Nous ne sommes pas les corrompus et on n'a pas à payer avec nos pensions la dette des corrompus qui étaient avant nous. Donc, c'est une lutte qui est très présente et qu'on a reprise et on ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'on ne le récupère pas. Et comme ça a été mentionné, donc on nous l'enlève d'un côté, mais on a réussi d'avoir une augmentation de 55% de notre salaire. Et cette année, on a réactivé la carrière de magistère où il y a une augmentation pour ceux qui étudient et donc une augmentation de 81%. Donc, un enseignant au Porto Rico peut gagner 138% plus de ce qu'il gagnait il y a un an. Des enseignants ou enseignantes qui gagnaient à l'an 21 000 $, maintenant ils peuvent gagner à l'an 80 000 $ dans notre pays. Ça, c'est un changement vraiment important pour améliorer les conditions de vie des personnes qui sont en train de former nos enfants, les enseignants et enseignantes, et c'est une des plus nobles professions. Non seulement on forme, mais on est formé également par nos étudiants. Suivant. Ça, c'est une vidéo, je ne pense pas qu'on va pouvoir la voir, où on voit plus de 45 000 personnes qui manifestent pour défendre le salaire de la retraite. Et c'était magnifique de voir toute la classe travailleuse en train de défiler dans les rues de San Juan, en train d'exiger des conditions de vie dignes. En 2022, donc l'année dernière, après l'ouragan Fiona, la Fédération a réussi à avoir des subventions et des fonds, non seulement pour nos enfants, mais pour tous. On a pu avoir une incidence économique, on a des chèques d'aide à tous les membres de la Fédération de Porto Rico, donc tout le monde qui en ce moment donc passait des situations difficiles. On a donné 100 $ à chacun d'entre eux. Des brigades d'aide solidaire, des camarades solidaires qui ont fait des achats pour des camarades qui en avaient besoin. Non seulement des achats d'objets, mais on a eu des dons de génératrices. Donc, on a donné des génératrices à des que necesitaban de estas máquinas, pues llegamos, wow, impactamos a más de 10,000 personas llevando estos generadores, llevamos, si pasa la página... Donc, on a pu amener des génératrices à plus de 10 000 personnes parce qu'il y avait des peuples qui ont été inondés.
On a fait un recensement des besoins et au total, on avait donc des réservoirs d'eau pour les endroits où il n'y avait pas d'eau, des génératrices, chauffage, tout ce dont les gens avaient besoin et que le gouvernement ne leur donnait pas. Donc, il y avait le matériel, on distribuait dans les maisons. Ça, c'est un groupe auquel a fait partie la fédération. Et ensuite, on a continué. On a donné des cours gratuits aux enfants. Et comme partie du travail qu'on a fait, donc on a aidé nos enfants, nos étudiants, et on a pu identifier les membres de la communauté. Voici le groupe. C'est un groupe de génie qui a été complètement inondé. Où est-ce qu'on se trouve? Donc, voici les bâtiments où on se trouve. Donc, on a à nouveau tout ce qui essaye, donc, le mouvement néolibéral qui veut tout démanteler. Et on espère qu'on ne va pas approuver. On a fait une commission où on a des membres avec différents syndicats de l'éducation, mais il y a des camarades, des arts de papier mâché, des politiques, des mouvements politiques, le mouvement socialiste de travailleurs, le mouvement indépendantiste, la fondation Segarra et des camarades des États-Unis, Porto Rico. Donc, on est devant cette lutte de ceux qui veulent aller contre l'éducation. Ils veulent, comme on l'a déjà dit, ils prétendent en ce moment donc de partager, ils veulent partager la pauvreté et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent maximiser la perte, ils vont socialiser la perte, mais ils vont se bénéficier des bénéfices. Il y a de grosses luttes qui se font, il y a des camarades qui présentent des résolutions pour établir une moratoire. Donc, pendant qu'on construit une loi de l'éducation, et la semaine prochaine, on a une manifestation. On espère que ça va être vraiment, les gens vont y assister en masse parce que, bon, ça, c'est un peuple qui va défendre son éducation. Ils veulent le renforcement de l'éducation publique. C'est un droit constitutionnel. Et vous pouvez voir ici différentes personnes de différents groupes. On a des camarades de la CNT, des universités de Porto Rico qui sont syndicalisés également, des camarades qui sont retraités, et ainsi de suite. C'est une lutte solidaire avec différents secteurs et on a des alliances à l'extérieur du pays parce qu'à la fin, la lutte pour défendre la classe ouvrière est une seule lutte pour un meilleur pays, une seule lutte pour la justice, une justice où, peu importe où on fait ce qu'on doit faire pour avoir un meilleur pays et pour donc léguer quelque chose à nos générations futures. Et voilà donc ce qu'on est en train de faire au sein de la Fédération d'enseignants de Porto Rico. Ça fait 8 ans que je suis à la tête de cette fédération. Mon mandat se termine l'année prochaine. J'ai tout fait pour aider nos enfants et pour construire le pays que nous méritons. Voilà. Paulo Freire bien disait, et ça on l'applique à la fédération au quotidien, les pédagogues, on a le devoir de ne pas rester neutre. Et c'est pour ça on va toujours à la recherche de la justice. Il faut défendre l'enfance, les travailleurs et l'éducation publique. Merci. Awesome, Mercedes. Gracias por todo. I hope that you will be able to fix J'espère que tu vas être capable de rétablir la connexion ou faire de quoi avec votre téléphone. J'espère qu'elle peut nous entendre toujours, mais merci beaucoup pour le partage. C'était tellement intéressant. And I
Et je suis tout à fait d'accord, comme les éducateurs et éducatrices. On peut pas rester neutre. Il y a tellement d'enjeux dans le monde qu'on peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Mercedes, est-ce que vous nous entendez? Sinon, on a quelques minutes si les personnes ont des questions, commentaires, avant qu'on va terminer notre session aujourd'hui. Diana, je vous vois allumer si vous aimeriez partager quelque chose. Oui, je voulais vraiment remercier Mercedes qui n'est pas ici avec nous en ce moment à cause des différents enjeux d'électricité et de téléphone. Par contre, je suis très reconnaissante et je comprends bien l'impact de la privatisation sur l'île et comment ça peut avoir des influences sur même comment Mercedes ne peut pas bien connecter avec nous aujourd'hui. Elle a mentionné à plusieurs reprises Lumar. Ça, c'est la compagnie qui fait la distribution de l'électricité à Porto Rico. C'est vraiment, les propriétaires, c'est les États-Unis et Canada. Et c'est vraiment basé, une des compagnies clés, c'est à Calgary, Alberta. Alors, nous avons beaucoup de connexions à cette crise d'électricité en Porto Rico. Je vois dans le clavardage des Marquez. Je pense qu'elle vient de Honduras. Elle a dit salut, je veux donner mes respects à Mercedes, qui est un leader incroyable. Et moi aussi, je suis impliquée à Honduras et d'autres groupes d'éducateurs et éducatrices dans la région Honduras. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le chat clavardage, si vous aimeriez partager vos réflexions, commentaires, questions, ou même vos propres vécus avec des défis semblables dans votre propre contexte, si c'est au Canada ou ailleurs dans le monde. Merci. Oh, there's Alexandra. Je vois Alexandra. Alors, est-ce que tu aimerais peut-être te présenter à Marie-Catherine et tout le monde ici? Alors oui, je pense que je connais la majorité de monde qui sont présents à l'événement aujourd'hui. Salut Marie-Catherine, mon nom est Alexandra. Je suis la personne responsable pour le programme d'éducation à Colombie, Canada. Et ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup d'énergie de travailler avec plusieurs partenaires à travers l'Amérique latine, aussi avec l'NPR. Et je voulais partager ça avec Mercedes, mais je suis vraiment triste qu'elle n'est pas ici avec nous, mais je voulais toujours dire comment le travail qu'ils font à Porto Rico, c'est tellement inspirant pour nous. Je viens d'un pays, en Colombie, réellement, et la répression sur toutes les activités politiques, elle passe à tous les jours, ces répressions. Et je vois le travail que la FNPR fait. C'est tellement inspirant parce que ce groupe fait tellement de travail en train de lutter pour la justice, comme Mercedes a expliqué, et cette lutte avec d'autres groupes, d'autres communautés, d'autres personnes pour la même cause. Et je voulais poser la question, c'était quoi les défis que Mercedes a vus en travaillant avec des différents organismes, des différents secteurs, si elles ont vu des différents défis et peut-être pour savoir un peu comment leur groupe a pu surmonter ces différents défis. Parce que peu importe le groupe, les collectifs, l'organisme, il y a souvent les différences politiques et les différents défis qui viennent avec ça. Alors, j'adore entendre des expériences des personnes qui travaillent ou qui ont eu l'expérience de travailler avec d'autres organismes et comment ils font cette gestion de défis, des différences
pour être capable de vraiment mettre l'attention et cibler sur leurs objectifs et d'être capable d'accomplir autant que l'NPR a fait avec d'autres organismes sociopolitiques et communautaires. Alors, je voulais juste poser ces questions et je voulais poser la question à Mercedes, mais j'ai peut-être ça va juste être à la prochaine fois, mais je ne sais pas si on a du temps pour qu'elle prenne la parole pour répondre à ma question, mais si jamais il y a du temps, je vais garder ma question pour. Te escucho. Oui, oui, j'ai suivi. Porque tengo 1% de batería y pensé Il me que reste 1% de batterie, donc très rapidement. Bon, je disais tout simplement que chaque fois que je vous écoute parler du travail que vous faites à Porto Rico, ça inspire beaucoup. C'est très émouvant de voir tout le travail que vous faites, tout ce que vous avez réussi. Et je voulais savoir si au moins tu pouvais parler d'un défi que tu as trouvé, de quelle façon tu l'as surmonté dans cet exercice de travailler avec d'autres organisations, avec d'autres secteurs à Porto Rico, parce que dans n'importe quel travail collectif, il y a toujours des différences politiques, des disputes, mais j'aimerais savoir comment vous avez réussi à aller de l'avant dans le processus en dépit des différences que vous avez pu rencontrer dans le chemin. Et donc, je tiens à te saluer. Merci, Alexandra. Oui, merci beaucoup aussi de ton travail. Bon, ben, on va toujours avoir des défis, il va toujours avoir des différences entre les coalitions multisectorielles, mais on se centre sur les points qui nous unissent. Et quand on a ces réunions, on crée des règles d'espace sécuritaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur quoi est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et tout le monde doit se mettre d'accord sur les règles, sur la façon dont on va travailler. Et on fait tous partie donc de cette discussion. Par exemple, ne pas couper la parole. Donc, ce sont des règles que tous les gens doivent suivre. Donc, on les suit et on essaye donc de faire ce qu'on peut. Donc, on croit au débat. Si on a des différences politiques, on peut en discuter pour voir s'il y a un consensus. On travaille là-dessus. S'il n'y a pas un consensus, ce n'est pas grave. On va voir ce qui nous unit, ce qu'on cherche. Donc, on a une alliance pour défendre l'éducation. Il y a des secteurs qui ont des luttes différentes. Par exemple, la fédération peut pas penser à une désobéissance civile et d'autres, par exemple, seraient d'accord. Nous, on accepte toutes les luttes et on respecte les différents styles de chaque organisation et on travaille à partir de ce qui nous unit. Ça fait des années qu'on travaille dans le respect et la valeur et la reconnaissance de tout le monde a quelque chose à offrir. Ceux qui gouvernent, bon, ben, ce conseil s'unit pour faire du mal au peuple, ben, nous, on fait de même, on fait la même chose. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Thank you. Muchas gracias, Mercedes. A ver, supongo que había otras preguntas, pero que no tenemos más. J'imagine qu'il y a d'autres questions, mais on n'a pas de temps. Donc, Alors, je vais vous remercier beaucoup, Mercedes. merci beaucoup, Mercedes. C'était très intéressant. Merci d'avoir partagé. Et aussi, j'aimerais remercier Diana aussi qui a pris l'invitation d'activer du changement. Juste d'avoir passé le temps avec nous et à suggérer d'avoir Mercedes avec nous pour entendre une autre perspective de qu'est-ce qui se passe en Porto Rico. Et je pense que c'est génial qu'on peut échanger qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du Canada sur les bonnes pratiques dans le milieu éducateur et éducatrice. Et pas juste qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des cours, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ces milieux d'enseignement et comment on peut mieux rapprocher nos communautés.
Merci énormément pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui participer. Et merci Viviana, Mayra et Daniel pour l'interprétation qu'on a pu écouter dans toutes les différentes langues représentées ici. Merci. Merci énormément, Diana, Mercedes. Avez-vous quelques mots pour conclure? Sinon, on va terminer. Je voulais juste remercier vous toutes et tous. Et je ne devrais pas avoir le dernier mot ici. Alors, si jamais Mercedes a quelque chose pour conclure. Non, tout simplement vous remercier de cette occasion que vous m'avez donnée et on a cet espoir de continuer à construire. On a les informations donc pour garder le contact et il faut une solidarité des deux parts. Donc, si vous avez besoin de la Fédération des enseignants de Porto Rico, comptez sur nous. Si vous avez des luttes au Canada, on vous soutiendra. C'est vraiment un honneur de partager. Et désolé de cette coupure d'électricité, ce sont des choses qui arrivent ici, mais c'est important pour nous d'être ici avec vous et de solidifier les rapports que nous avons. Merci d'avoir été présent pendant cette heure et sachez qu'on est là. Merci grâce à Spirit Change, à BCTF, parce que ce sont des exemples concrets de ce qu'est la solidarité qui va au-delà des frontières. Ça, c'est un exemple. Alors, merci beaucoup de cette occasion que vous m'avez accordée. Merci. Une dernière affaire que je voulais dire, c'est l'enregistrement dans les 3 langues, français, anglais et espagnol. Et aussi la présentation va être rendue disponible sur notre bibliothèque des ressources dans la prochaine semaine. Activez le changement. Alors, si vous avez d'autres informations ou que Mercedes pourrait partager avec nous, ça va être rajouté sur notre site web. Alors, restez au fil de nos prochaines étapes. Merci. Thank you. Thank you, everyone.